Faudra se serrer comme des forêts vierges, faudra se mêler de lianes infinies. Je sais pas pourquoi, depuis vendredi soir, j'ai cette phrase-là de Bachung dans la tête. Je pense que chacun s'invente ses petits gimmicks, ses petits refrains, voilà, histoire de se rassurer. Donc voilà, faudra se serrer comme une forêt vierge, faudra se mêler de lianes infinies. Faudra continuer de raconter des histoires, même si parfois ça nous semble dérisoire, voire ironique. Vendredi soir, on se souvient tous de ce qu'on faisait vendredi soir. Il se trouve que je racontais des histoires en région parisienne en plus, et puis que je racontais un spectacle qui s'appelait Promenons-nous dans l'effroi. Ça s'invente pas. À la fin du spectacle, il y a un môme qui vient me voir et qui me dit qu'il a aimé le spectacle, mais quand même ça faisait pas très peur. Eh ben t'as raison mon bonhomme. Ça faisait pas très peur, ce spectacle-là. Et ben pourtant, on va continuer. On va continuer de s'en mêler les histoires, on va continuer de les raconter, des drôles, des pas drôles, des vertes, des pas mûres, et même des qui font peur, parce qu'à la fin des histoires qui font peur, quand le rideau tombe sur l'histoire, les personnages se relèvent tous, et puis ils disent, on attend d'être raconté une prochaine fois. Et puis peut-être même que quand le dernier humain aura disparu de cette putain de planète, les histoires, à force d'être racontées, elles seront encore là en suspension dans l'air et qu'elles se raconteront toutes seules. En attendant qu'elles se racontent toutes seules, on a besoin de passeurs pour les raconter. Ça tombe bien, on en a une. Et une sacrée passeuse, hein. J'ai pas dit une passoire, une passeuse. Elle s'appelle Élodie Mora. Elle nous vient de Lille. Et puis le mieux, comme à l'accoutumée, c'est que la conteuse se présente en nous racontant une histoire. Alors Élodie, top départ, c'est à toi. Merci Tony pour la passoire, j'aime beaucoup. Alors, on va laisser passer, on va ouvrir une faille pour que les mots puissent sortir. Je suis là ce matin et je me demande quelle histoire je vais pouvoir raconter. Alors, je crois que j'ai envie de partir en voyage. J'ai envie de partir à un endroit, vous emmener à un endroit que je connais bien, au milieu de la Méditerranée, sur une île, l'île de Majorca. Et cette histoire commence il y a bien longtemps. Dans un village agrippé à la montagne et juste au-dessus de la mer. Dans ce village, il y a une grande maison. Et là, on entend un cri. Derrière la porte, au fond du couloir, une femme pousse des hurlements. Et il y a un homme qui est là et qui fait les 100 pas, qui attend. C'est le maître de la maison qui attend parce que sa femme est en train de donner naissance à son 3e enfant. Alors il fait les 100 pas, il attend la délivrance. Et enfin, l'enfant naît. Et c'est un fils, le 3e fils. Alors on prend le bébé, on l'emmaillote et on le met dans le berceau. Et là, toute la famille, ses têtes brunes, avec ses épais et broussailleux sourcils, se regroupent autour du berceau, penchent la tête et regardent. Et cet enfant est blond. Il est né blond. Dans une famille à tête brune, je te jure, ça fait bizarre. Personne ne dit rien, mais quand même, on est obligé de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, comme un brin de paille coincé dans l'engrenage, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est comme ça que les langues sortent de leur grotte, et qu'elles se mettent à susurrer et à murmurer dans le village, un peu partout. « Imir kest, schönes normal. Es blanc. Te dit que es viel des démonies, es viel des démonies. » Le fils du démon. Cette petite tête blonde, elle grandit. Elle grandit, mais ces murmures, ils enflent comme un vent puissant qui vient frapper jusque-là, les portes du cœur. Et c'est par ces portes-là qu'il entre. Et le doute se propage comme une gangrène, par la chair, par le sang. Et l'enfant grandit, cette tête blonde, mais il grandit à l'écart de sa famille. Il a toujours des habits rapiécés, des chaussures trouées, et puis il mange pas avec ses frères et ses parents, il mange dans les cuisines. À l'écart, il grandit. Et puis à ses 6 ans, il se trouve là, à la croisée des chemins. Là, sur la droite, il y a la route de l'école, sur les pas de ses frères, et puis à gauche, il y a sa vie. À 6 ans, on l'envoie travailler. Alors la route, il va la prendre. Sous ses souliers troués, il va la prendre et il va la faire lui-même. Parce que l'un de ses travaux sera d'éventrer la montagne, d'en sortir la pierre, et de cette pierre, il va en faire des chemins, des routes dans les montagnes.
et il va grandir, comme on avance sur une route de cailloux. Plus il avance sur cette route de cailloux, plus il grandit, plus ses mains s'épaississent. Il marche sur cette route, digne, fier, sans se retourner. Et c'est sur cette route qu'il cueille une fleur, belle, avec les yeux qui pétillent. Elle s'appelle Maria. Et avec Maria, ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir une famille. Et c'est dans ses mains de cet homme, ces mains qui ressemblent à du bois d'olivier, qu'il va bercer ses 5 enfants. C'est avec ces mêmes mains qu'il va construire sa propre maison. Corée de Sestrei, ça s'invente pas, ça. Ça s'appelle la rue de l'Étoile. Et sa croisée des chemins, il va la retrouver sur cette route de cailloux. Tu sais, c'est comme une croix. Cette signature-là, qu'il pose au bas des papiers qu'il ne peut pas lire. Parce que cet homme-là, il est responsable de coopératives ouvrières, où on fabrique des sandales mallorquines. Et il a des papiers, et ces papiers, il ne peut pas les lire, et il signe, et il ne peut que signer une croix. Et cette croix, elle le suit. Jusque dans sa maison, Corée de Sestrei. Cette petite croix. Il a un voisin qui s'appelle Don Miguel. Et Don Miguel, c'est un militaire à la retraite. Et c'est de là, ils deviennent amis, de fil en aiguille. Et puis un jour que cet homme est chez son ami, Don Miguel, il lui confie que s'il y a un regret dans la vie, c'est de n'avoir jamais appris à lire et à écrire. Mais il fallait pas dire ça à Don Miguel, non? Don Miguel, il prend ça pour un défi. Si c'est ça que tu veux, eh bien moi je t'apprendrai. Et il tend sa main vers son immense bibliothèque et il sort un livre, pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est Don Quijote de la Mancha, Don Quichotte. Et c'est sur ce livre que cet homme, mon arrière-grand-père, va apprendre à lire et à écrire. Et à l'âge de 70 ans, quand il referme la porte rue de l'Étoile et qu'il descend la rue, il suit la route de platane qui longe le torrent jusqu'à Ospesage, c'est la place du village. Et là, il s'installe à une terrasse, commande un café et un verre d'eau. Et c'est avec la plus grande fierté, la plus grande dignité que peut éprouver un homme, qu'il ouvre son journal et qu'il le lit. Ero molto petit quando è conegut si storie de sa meva poble. Avant ses bons no era tan bons i tampoc es dolent, era tan dolent. Merci. Merci Élodie. Si tu le veux bien, je te propose de nous en raconter une petite deuxième, parce que je trouve que c'est bien de démarrer comme ça, avec des histoires le matin. Moi, ça me réchauffe. Alors, comme il fait un peu frais dans ce studio, si tu veux me continuer de me réchauffer, ça me ferait vraiment plaisir. Puis on passera aux questions après, des questions personnelles et tout. D'accord? Ça te va? Eh ben, allons-y, ok, ça marche. Eh ben, cette histoire-là, on est dans les années 80. Il va falloir faire un petit effort d'imagination. Les années 80, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même. Et là, on est dans les rues de Villeneuve-d'Ascq. Si tu connais pas Villeneuve-d'Ascq, c'est simple, c'est une ville nouvelle. C'est une ville nouvelle et il y a une R5 bleu marine qui file dans ces rues d'asphalte, de béton, de carrefours, de feux tricolores, de bars HLM, de béton, et elle file vers un endroit extraordinaire, magique. Elle file vers l'hypermarché Auchan V2. Et dans cette R5 bleu marine, il y a ma mère au volant avec une permanente. À l'arrière, mon frère, moi, j'ai 6 ans. Et j'arrive sur le parking d'Auchan V2. La voiture se gare. On sort. C'est moi qui prends le caddie. Et commence un grand jeu incroyable, la grande balade, la grande danse du samedi après-midi à Auchan V2. Parce qu'on est tous là comme un banc de poissons et on danse vers les portes automatiques du supermarché. Des portes aux graisses qui s'ouvrent et qui se ferment. À chaque fois qu'elles s'ouvrent, elles engouffrent une dizaine de personnes avec des caddies. Et à chaque fois, elles en recrachent tout autant avec des caddies pleins. C'est magique. Cet endroit est magique et merveilleux.
Et ce jour-là, on se retrouve sur le parking, juste devant les portes, mais ce jour-là, il y a quelque chose de différent. Il y a un conteneur, là, qui est posé là. Et tu peux y rentrer en achetant un ticket, comme au cinéma. Et moi, j'ai un ticket dans les mains, un petit ticket bleu pour rentrer. Il y a un rideau noir épais. C'est la porte. Il faut passer au travers, bien faire attention de ne pas coincer ses pieds dedans. Et j'entre, toute tremblante. Je relève la tête et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une baleine. Là, sur un parking d'Auchan en V2. Une baleine, une reine des océans qui est là, posée. Évidemment, elle était morte. Elle était desséchée. Elle était exposée. Mais c'était une baleine, une vraie baleine. Ils avaient même découpé un petit bout, là, dans le creux du flanc, pour qu'on voit bien comment c'est fait dedans. Et moi, j'ai 6 ans, et je vois qu'une seule chose, je vois cette reine des océans qui est là devant moi. J'essaye de lire les panneaux, mais je comprends rien. Et puis, il y a une barrière qui entoure cette baleine, pour pas qu'on s'approche. J'ai les mains posées sur la barrière. Je regarde de chaque côté. Je vois les gens qui mangent des bons becs, des chips, qui rient. Mais j'ai envie d'hurler, regardez, c'est une baleine, c'est une reine, elle est là. J'ai une robe bleu marine et des mocassins qui glissent dès que je veux courir. Alors il faut que j'y aille toujours doucement. Et c'est toute tremblante que je passe en dessous de cette barrière. Personne ne me voit. Et je passe ces 2 mètres. Ces 2 mètres qui me séparent de la baleine, je les passe tout au ralenti. Et c'est au ralenti que j'arrive, toute tremblante sur cette baleine. 2 mètres me séparent. Et c'est comme toute l'humanité qui a traversé le ciel pour aller jusqu'à la lune, qui a traversé les océans en pleine tempête. Et j'arrive sur cette baleine et je pose mes mains sur son cuir desséché. Et puis je colle mon oreille. Et j'entends l'écho de son chant. Et j'ai 6 ans et je me dis que la baleine, elle est peut-être morte, qu'elle est peut-être là, oubliée, humiliée sur un parking d'Auchan V2, mais au fond d'elle, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié que c'était une reine des océans. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je suis là avec elle, dans l'océan. Et je nage avec la baleine. Dans cette immensité bleue, je nage, non, je vole, je suis libre. Et ça, c'est enivrant, c'est grisant, et la baleine plonge dans les abysses et je la suis, là, tout au fond, où il fait noir, où il fait froid, où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de place pour les histoires. Et la baleine remonte et je surgis avec elle. Elle surgit, elle se claque le flanc sur la surface de l'eau et replonge. Et je nage avec elle. Et puis je vois la baleine qui s'éloigne. Mais c'est pas la baleine qui s'éloigne, c'est moi. On me tire derrière les barrières, j'ai pas à être là, j'ai 6 ans, qu'est-ce que je fais là ? Et c'est les grands qui me tirent, mais moi je comprends rien. Ils discutent. J'entends plus rien, moi. J'ai juste l'écho d'un chant dans ma tête. Et quand je repense à ce moment-là, maintenant, je me dis que ce jour-là, je suis née une 2e fois sur un parking d'Auchan V2. Tiens, toute nue, toute crue sur un parking. Et quand je me retrouve dans ces endroits, dans un supermarché ou dans ces endroits où il n'y a pas la place pour les histoires, qu'il n'y a pas la place des fois juste pour l'humanité, eh ben je croise des gens, je croise des invisibles, je croise des gens, et tout au fond, si tu fais attention, t'entends un chant. On a tous au fond de nous un chant qui n'a pas oublié qu'on est tous rois, qu'on est tous reines de notre monde. On est tous libres, qu'on est tous sauvages. Élodie, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi ? Souvent je réponds rien, je pars en courant, mais là je peux pas, je suis accrochée. Non, te garde. Je réponds que je raconte des histoires. Simplement ? Oui. Tout simplement. Et on a bien cru comprendre lors de ta première histoire que tu avais des racines catalanes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. J'ai ma famille qui vient de Mallorca, du coup, des îles Baléares, donc, et en Catalogne.
Et si j'ai commencé à raconter des histoires et à porter une parole, j'ai commencé en parlant de mon histoire familiale, justement. D'aller fouiller un peu le passé et toute cette histoire de guerre d'Espagne qui... voilà, fouiller la mémoire. Toutes ces histoires-là, justement, ces histoires qui viennent de là, sont des histoires complètement autobiographiques. À quel point c'est une autobiographie? À quel point la fiction vient s'y glisser? Voilà. Je suis allée rechercher des histoires pour faire danser un peu les fantômes, parce qu'il n'y avait plus personne là-bas. Enfin, de la mémoire qui avait vécu, par exemple, ces événements-là. Et du coup, de fait, la fiction arrive déjà, de toute manière. C'est romancé et j'en fais un peu mon histoire. Ouais. Et puis de la manière dont ça m'a été raconté aussi, de toute manière, il y a plein d'échos différents. Donc... Et justement, on t'a raconté beaucoup d'histoires quand tu étais petite. Est-ce que certaines de ces histoires-là ont fait que ta vocation s'est soudain réveillée? Est-ce qu'il y a des histoires dont tu te souviens? Eh ben, en fait, on me racontait pas d'histoire quand j'étais petite. C'est peut-être pour ça. Bienvenue au club. Hein. Voilà. Non, j'avais une grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires. C'est vraiment l'énorme cliché. Et je lui ai toujours demandé qu'elle me en raconte et elle a jamais voulu. Si elle m'avait raconté une histoire drôle par courrier sur une lettre, en fait, l'histoire de la chemise de l'homme heureux, en fait. Mais c'est tout. Qu'elle avait lu sur le télémagazine, du coup, qu'elle m'écrivait, mais sinon, non, pas d'histoire, voilà. Alors, du coup, j'ai envie de te demander quelle histoire ou quel conteur, peut-être, t'a donné le déclic et t'a donné envie d'aller toi-même sur ce chemin-là. Est-ce qu'il y a eu une première fois là-dessus qui a fait, voilà, qui a ouvert le chemin? Alors, chronologiquement, je me souviens plus trop. Je sais que j'ai toujours lu beaucoup de contes et d'histoires sans jamais me dire que je pourrais en raconter un jour. Je trouvais ça que c'était un peu une aberration. Mais en fait, c'est j'ai commencé avec Rachid Bouali, en fait, j'ai fait un stage. Voilà. Et c'est avec lui, en fait, j'ai commencé pour la première fois à raconter une histoire, qui était le bonhomme misère, d'ailleurs, de Gigi Bigot. Et voilà. Et ça a été un choc. La première fois qu'une histoire est sortie par ma bouche. Je l'ai juste vue sortir par ma bouche et je trouvais que c'était beau de voir une histoire sortir de soi par la bouche. Voilà. C'est mieux par la bouche, d'ailleurs. Bon, oui. Bon. Par les narines, c'est toujours un peu compliqué. Oui, on s'arrêtera là, d'ailleurs. Ouais, voilà. On va s'arrêter là. On s'arrête. Comment est-ce que tu décides de raconter telle ou telle histoire? Comment s'opère le choix des histoires? Et puis comment l'attirance mutuelle entre Élodie Mora et l'histoire se fait? Eh ben, c'est une rencontre, je dirais. Souvent, je comprends pas. Je n'ai pas une vision exacte de pourquoi je veux raconter cette histoire. Souvent, j'ai l'impression que c'est plus les histoires. Je crois que ça doit être un truc de conteur de dire ça, mais que c'est les histoires qui te choisissent. Et même si tu résistes, elles te tournent en boucle, elles t'obsèdent. Au bout d'un moment, t'es obligé de les dire. Il y en a qui ont besoin de mûrir un moment, et il y en a qui surgissent d'un jet. En fait, voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des thèmes, justement, qui te hantent? Je sais que pour pas mal de conteurs, effectivement, ils savent pas quelle histoire, pourquoi ils racontent cette histoire-là. Souvent, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Mais au final, quand on fait le compte des histoires que l'on raconte, souvent on s'aperçoit qu'il y a un petit nombre de thèmes qui nous hantent et finalement on s'en aperçoit. Est-ce que toi, tu as fait cette psychanalyse orale et que tu t'es aperçu que oui, en fait, tu racontes souvent autour d'un thème précis? Oui. D'accord, ça a l'air d'être très profond. Je ne veux pas répondre à ma question. Alors les auditeurs le noteront. Oui, prenez note. Non, je pense qu'il y a des thèmes récurrents, effectivement. Les histoires de ce matin, pour moi, ça parle de dignité. Ça revient assez régulièrement. Des histoires de femmes. Je crois que j'aime bien porter une histoire de femme aussi. Et quelque chose de l'enfance aussi, de quelque chose de sauvage aussi. Notre côté sauvage et animal, ça me prend un peu la tête en ce moment, ça revient régulièrement. Et des histoires totalement absurdes, ça j'adore. Aussi, j'adore. Est-ce que justement, quand tu travailles ces histoires, est-ce que tu passes directement par une écriture orale, sans le biais de l'écrit, ou est-ce que tu as besoin d'un travail d'écriture? On a l'impression, en t'entendant, que c'est très, très écrit, et c'est peut-être pas le cas. Ça fait des allers-retours, en fait. Il y a un premier jet où c'est le squelette,
Et puis après, moi, j'ai besoin de passer à l'oral. Et puis, ça fait des allers-retours, en fait, pour que ça puisse écrire. Si je passe trop de temps sur table, en fait, je fais des belles phrases et après, je comprends rien quand je veux les dire. Donc, je suis obligée de faire des allers-retours pour que la langue se compose comme ça au fur et à mesure. Voilà. Le conte, les contes sont-ils, enfin, est-ce la seule discipline, est-ce la seule matière qui nourrit ton travail? Quels sont les rapports que tu as aux autres disciplines artistiques? Qu'est-ce que tu es nourri par d'autres disciplines? En fait, j'ai commencé par la marionnette, donc forcément, j'ai pas mal travaillé la marionnette, le théâtre d'objets un peu aussi, et le clown. Et c'est vrai que j'expérimente encore un peu autour, encore, et ça nourrit mon travail, mais je trouve que tout se lie en fait. Sur le travail même du conte, de la parole, le travail de la marionnette, c'est un peu pareil, parce que c'est un objet de transfert. Et même en tant que conteur, on est transfert de l'histoire, elle nous traverse, il y a juste à laisser faire. Et sur le travail du clown, ce que je trouve intéressant, c'est le travail de présence, en fait, d'être vraiment, quand tu racontes une histoire, d'essayer de retraverser comme une expérience que tu fais vivre, en fait, et autant présent. Et voilà, sinon, j'ai commencé par l'art plastique, donc c'est vrai qu'il y a aussi ça, de bidouiller aussi pas mal, de travail de matière, et puis voilà. Oui, et en fait, on se nourrit de tout ce qui nous entoure aussi. Voilà. On pourra dire aux éditeurs que tu as un spectacle qui s'appelle Balades immobiles, si je ne me trompe, où tu manies à la fois les histoires, mais aussi les marionnettes et les objets. Hein. Si je me trompe pas, et on y retrouve d'ailleurs un personnage de Don Quichotesque. Voilà. Pour faire le boucle avec ce qui a été raconté avant. Tu proposes aussi, j'ai vu ça c'est une partie de ton répertoire que je ne connais pas encore, parce que voilà, on se connaît un petit peu, et donc on s'est déjà écouté. Des formes originales que tu appelles du théâtre minuscule, des petites formes pour un seul spectateur à la fois. Donc voilà, c'est assez intriguant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, même plus qu'un mot? D'accord. Ça en fait deux. Voilà. Alors du coup ça commence par en fait c'est un travail que je mène en parallèle à chaque fois pour parler un petit peu de ma démarche. Du coup ça a commencé à peu près en 2008-2009. Du coup un travail de recherche autour de mon histoire familiale en fait, savoir qui on est maintenant. Et ça a commencé avec un spectacle qui s'appelait ¿A dónde estás, corazón? Donc Où es-tu mon cœur? Donc un spectacle de 4 minutes que je jouais dans une cabine, donc un théâtre minuscule, un minus-théâtre comme je les appelle, une espèce de confessionnal là, et c'est un tête-à-tête de 5 minutes avec une personne. Et donc c'était avec du théâtre d'objets, et ça racontait un peu mon histoire familiale en 4 minutes sous fond de guerre d'Espagne. Voilà, pour rappeler un petit peu, voilà. Donc voilà, j'avais un grand-père qui a déserté, une grand-mère phalangiste, et tout ça nous mène à quelques questionnements sur qui on est maintenant aussi, et notre histoire. Bon, bref. Et du coup, j'ai continué ce travail, à faire à chaque fois en parallèle d'une création spectacle traditionnel à une expérimentation. Et du coup, là, j'ai continué sur Minus Théâtre avec une forme où j'ai invité 3 autres personnes. Et donc, le spectacle s'appelle À fleur de peau. Donc il y a 2 cabines, 2 minus théâtre, et il y a 4 personnes. On est 4 femmes. Donc la question qu'on se posait, voilà, on est 4 femmes, qu'est-ce qu'on veut raconter au monde? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Et du coup, on n'a eu qu'un mot, c'était l'amour. Donc c'est sur le thème de l'amour. Et donc on invite les personnes à passer 5 minutes dans ce minus théâtre. Et on a construit ce 4 solos là-dessus sur une rencontre avec le public. Moi, je suis partie sur un conte tactile. Donc, je raconte la femme squelette au travers du corps. Et donc, ça, je peux en parler des heures. Donc, je vais essayer de résumer. Et je t'en prie. Voilà. Donc, c'est que du coup, dans ma première expérience avec un public en 5 minutes sur un tête-à-tête, sur quelque chose de très intime, c'était assez curieux de voir que l'histoire qui se racontait en boucle pendant des heures et des heures, soit elle se racontait au travers de ce que les gens décidaient d'ouvrir. Donc, c'est leur cœur, c'est leur corps, rarement en fait leur tête, leur histoire. Et justement le fait que c'était rarement le corps, je me suis dit ça peut être intéressant de raconter une histoire au travers du corps. Donc voilà, c'est des expérimentations qu'on mène et qui sont énormes à vivre, et c'est très beau en fait. Ça donne un peu le meilleur de ce qu'on est, et ça essaye de rendre un peu
quelque chose de beau. Mais en tout cas, ça donne envie de passer 5 minutes dans une cabine avec toi. Et du coup, voilà, excuse-moi, je me permets de nommer du coup les 3 autres personnes. Oui, ça aurait été dommage. Donc voilà, du coup, moi je fais du conte tactile, mais à côté il y a les autres, mes collègues. Donc il y a Colline Morel qui fait un théâtre d'ombre, un récit d'ombre. Il y a Fanny Bérard qui fait un poème corporel et Caroline Tunus qui fait des clichés chantés en 5 minutes. Voilà. Donc je voulais juste les présenter, mes collègues de cœur. Voilà, on retrouve les informations. Je fais un petit aparté. Les informations sur les spectacles que tu proposes sur ton site qui s'appelle http://elodie-mora.e-monsite.com. Oui, alors il n'est pas mis à jour. Il y en a un autre qui est en train de se faire. Voilà, c'est pas bien. Au passage. Alors voilà, ça c'est pas bien par contre, de pas mettre son site à jour, moi je le dis. Alors, tu racontes aussi... Okay, merci Tony. Tu racontes aussi en duo un spectacle qui date de quelque temps déjà avec Florence Rousseau. Quelles sont les particularités d'une formule duo en conte ? On a souvent l'impression que le conte finalement c'est un rapport privilégié entre un conteur et un public à un moment donné. Qu'il soit seul d'ailleurs comme tu viens de nous le dire, ou qu'il soit 50, 60 ou 100 personnes. C'est créer un lien privilégié entre le conteur et ceux qui écoutent. Quand on est 2 conteurs sur scène ou 2 conteuses, ça change des choses ? En fait, dans la formule avec Florence Rousseau, c'est nos 2 récits qui se tissent. Et donc, en fait, le rapport avec le public change pas vraiment, en fait, parce que on a rarement la parole à 2. Et donc, c'est les récits, elle, de son histoire en Pays Gallo, et moi, des histoires de Majorque qui se tissent. Donc, c'est pas vraiment un rapport avec le public qui change. C'est une autre présence, peut-être. C'est une autre présence, c'est le fait d'être 2, et c'est le fait de pouvoir partager sur scène quelque chose aussi d'important. Enfin, et du coup, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui est différent pour le public. C'est triangulaire. C'est la relation entre les 2 conteuses et la relation avec le public. Ça nourrit quelque chose, mais voilà. Autre spectacle que tu proposes, on va dire que c'est une formule conte peut-être plus traditionnelle encore qui s'appelle Sous la peau, qui est un spectacle plutôt pour les adultes, pour les plus grands, en tout cas pour les ados, on va dire aussi. Tu t'es demandé ce qu'il y avait sous la peau, et tu l'as demandé d'ailleurs à des personnes que tu as croisées, que tu connais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Est-ce que tu as eu la réponse de ce qui se cache sous la peau ? La réponse est multiple et c'est ça qui est beau. Sous la peau, on y cache tout ce qu'on a de plus beau et tout ce qu'on a de plus terrifiant. C'est ce qui fait notre humanité, ce qui fait qu'on est complet avec nos ombres et nos lumières. Et en fait, c'est juste le partage de cette intimité en fait qui était touchante, du coup d'aller demander aux gens, voilà. Et c'est vrai qu'au-delà de ce qui est organique, qu'est-ce qu'on cache sous notre peau, qui on est, où on est, enfin voilà, juste ça, de partager ça avec les gens et de juste poser la question, c'était une belle expérience, assez merveilleuse, voilà. Et donc on peut retrouver dans ce spectacle Sous la peau l'histoire de la baleine de V2, voilà, on va appeler ça comme ça, que tu nous as raconté tout à l'heure. Autre élément dont j'aimerais que tu nous causes, tu es partie prenante dans l'organisation de scènes ouvertes au Biplan, au théâtre Le Biplan, scènes ouvertes qui ont lieu 2 fois par mois, le mardi, le premier mardi du mois me semble-t-il, et le deuxième dimanche du mois, je pense que j'ai bon. Je crois que c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ces soirées ? Avec plaisir. Écoute, le mardi, c'est à 20h30, ça se passe dans la cave. Et c'est une scène ouverte, donc à la parole, aux mots. Donc ça peut être du conte, à la poésie, au slam, à la chanson. Et c'est un moment très convivial, avec énormément de bienveillance, où toutes les oreilles et les bouches sont bienvenues. Et c'est un vrai régal en fait d'aller raconter là-bas, et ça se passe juste avant la session folk. Et du coup, on a énormément de monde, énormément de gens curieux qui viennent aussi timidement au début porter une parole, et je crois que c'est vraiment précieux, notamment sur l'île par exemple, d'avoir un moment convivial, un moment gratuit
pour partager la parole et juste la beauté des mots, quoi. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un événement qui va avoir lieu au mois de décembre? Voilà, je profite pour faire une petite annonce. Donc toi, le 18 décembre, tu vas raconter dans le cadre du festival Les Beaux Parleurs à la gare Saint-Sauveur à Lille. C'est dans le cadre des festivités autour de l'île 3000. Donc c'est un festival de contes qui aura lieu sur 3 jours ce week-end-là. On pourra y applaudir d'ailleurs des huiles du conte pour rester dans la métaphore baleinière. On pourra y applaudir Micheline Denoc, un des papes. Je ne sais pas s'il aimerait qu'on dise qui c'est un pape du conte en France. Je suis pas sûr. Myriam Pélican, voilà, et puis Didier Kowarski autour d'un répertoire sur Tom Waits. Donc voilà que j'invite. Moi j'y serai parce que ça m'interpelle pas mal. Toi, tu peux nous dire quel sera ton rôle et quand on pourra t'entendre dans ce festival? Tu vas voir qu'elle va pas le savoir en plus. C'est la question piège. Tu passes le 18 décembre. Voilà, alors 18 décembre, on passe aussi le 19 pour une balade contée avec Swan et Sandrine Niadi. Donc Swan Blacher qui organise avec sa compagnie La Voyageuse Immobile qui organise ce festival. Et donc voilà, il y a eu une première balade contée la veille du coup à la lampe torche sur des histoires de métamorphose. Et puis après, du coup, le lendemain, sous la yourte, voilà, des histoires de Barbe Bleue, des contes traditionnels revus et corrigés avec du blues. D'accord. Donc on vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'île 3000 pour avoir les infos. Tu seras aussi, m'as-tu dit, le 5 décembre à Lyon. Ça fait un peu loin pour nos auditeurs peut-être, mais enfin on le dit quand même. Et le 6 décembre à l'écomusée de Fourmies. Puis toutes les dates, on les retrouve sur le site, même s'il n'est pas à jour, mais c'est pas grave, on les retrouvera sûrement quand même. Est-ce que tu as des projets maintenant pour le futur, un nouveau travail en chantier dont tu peux nous parler? Oui, c'est tout frais. Alors je sais pas, c'est tout frais. C'est en train de mûrir. J'ai déposé des graines dans la terre là. J'attends de voir qu'il y ait quelque chose. Je leur laisse le temps. Pour l'instant, c'est très brumeux et les histoires, elles sortent du brouillard. Et c'est dans ce brouillard-là qu'il y a de la lumière. Et on va y aller tout doucement vers la lumière. D'accord. Est-ce que tu as une histoire que tu aimes raconter en ce moment, maintenant? Peut-être tu vas me dire que ce sont les histoires que tu as racontées là, tout à l'heure. Eh ben non. D'accord. Quelle est l'histoire que tu préfères raconter? J'ai pas d'histoire que je préfère. Ça dépend. C'est du moment. C'est le moment qui choisit les histoires qui ont envie de sortir. Je décide pas trop. Là, ce matin, en fait, il y a ces deux-là qui ont surgi. J'ai voulu me débattre avec elles, mais au bout d'un moment, elles étaient plus fortes. J'ai fait tant pis, je raconterai ça. Là, il y en a une que j'aime bien raconter. Il y en a deux que j'aime bien en ce moment qui sortent. Il y en a une qui est très absurde et qui me plaît énormément, et l'autre qui est un long voyage. Et au bout du compte, voilà, c'est juste une histoire de patience, je dirais, de prendre le temps. Eh ben, en tout cas, Élodie, ça m'a fait plaisir de te recevoir ce matin. Et puis, je te souhaite un bon retour sur l'île. Je te souhaite plein de bonnes choses pour les futurs spectacles. Et puis, je vous dis au mois prochain aux auditeurs. Et merci de votre écoute.